Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medi 1 TV Afrique. Votre édition d'information c'est maintenant. Et voici les titres qui dominent l'actualité. Ouverture à Dakar aujourd'hui du procès de Khalifa Sall, député et maire de Dakar, ainsi que 7 de ses co-accusés. Ils sont poursuivis dans une affaire de malversation financière et détournement présumé de fonds publics. La réunion de soutien au G5 Sahel aura tenu les objectifs fixés par la France sur les près de 450 millions d'euros nécessaires au lancement de cette force conjointe. Les 2 tiers ont pour l'instant été réunis. Tous les détails dans cette édition. Et l'Organisation de la coopération islamique s'est réunie en sommet extraordinaire hier à Istanbul. L'OCI a condamné et rejeté la décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Le procès de Khalifa Sall, député et maire de Dakar, ainsi que 7 de ses co-accusés, s'ouvre donc aujourd'hui à Dakar. Ils sont poursuivis dans une affaire de malversation financière et détournement de fonds publics présumés. Ces avocats dénoncent un procès politique qui a pour but la liquidation politique du maire de Dakar. Depuis son incarcération le 7 mars, les demandes de libération provisoire et sous caution du maire de Dakar ont été rejetées. Son immunité parlementaire a été levée le 25 novembre dernier à l'Assemblée nationale. L'avocat du maire de Dakar prévoit de porter l'affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO pour démontrer comment les droits de leurs clients ont été violés pour le rendre inéligible. La réunion de soutien au G5 Sahel aura tenu les objectifs fixés par la France. Comme cela était attendu, l'Arabie Saoudite a confirmé une contribution de 100 millions d'euros, les Émirats Arabes Unis de 30 millions d'euros et les Pays-Bas ont promis 5 millions d'euros. Sur les près de 450 millions d'euros nécessaires au lancement de cette force conjointe, les 2 tiers ont pour l'instant été réunis. Une nouvelle réunion de soutien financier au G5 Sahel se tiendra le 23 février prochain à Bruxelles, avec pour objectif de boucler le financement. Écoutons à présent Moustapha Tossa, journaliste politique à Paris, pour plus de détails sur la question du financement de la force du G5 Sahel. C'est vrai que depuis que cette idée française a été lancée le 2 juillet dernier, il y avait un certain nombre d'obstacles qui empêchaient le déploiement efficace de cette force commune pour lutter contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel. Alors parmi les premiers obstacles, d'abord la composition de ces forces, de quoi elle va être composée, de quel type de bataillon elle va être composée, mais surtout avec quel argent il va être financé. Qui parmi les pays africains ou européens va mettre la main à la caisse pour financer cette force qui demandait au minimum 450 millions d'euros pour tenir ses engagements. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui à la Sahel-Saint-Cloud, c'est qu'il y a des pays qui sont territorialement et géographiquement loin de la région du Sahel, qui se sont proposés de donner une aide financière à cette force. Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite avec 100 millions de dollars et des Émirats Arabes Unis avec 30 millions de dollars. Donc, là maintenant, une fois qu'on a dépassé relativement l'obstacle financier, il va falloir l'organiser sur le terrain pour qu'elle puisse opérer ses premières opérations contre les groupes djihadistes et essayer, comme l'avait dit le président français Emmanuel Macron, éradiquer les groupes terroristes dans la région. À l'appel du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui se veut le chantre de la cause palestinienne, l'Organisation de la coopération islamique s'est réunie en sommet extraordinaire hier à Istanbul. L'OCI a condamné et rejeté la décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Les leaders musulmans ont dénoncé une décision qui nourrit l'extrémisme et le terrorisme. Plus de détails avec ce récit de Salma Saïdi. Le président turc a donné le temps en ouverture du sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique d'Istanbul. Carte de la Palestine projetée au mur à l'appui, il a affirmé qu'Israël est un État occupant en plus d'être un État terroriste. Le président turc tient également à ce que le Quds soit reconnu comme capitale de la Palestine. J'invite les pays qui défendent le droit international et la justice à reconnaître Al-Quds occupé comme capitale de la Palestine. Cela devient une urgence. À la suite du président Erdogan, c'est Mahmoud Abbas qui s'est exprimé à son tour. Il a répondu à Benyamin Netanyahou, qui avait répété ces derniers jours qu'il n'y aurait pas de paix tant que les Palestiniens ne reconnaîtront pas ce qu'il qualifie de réalité historique, qu'Al-Quds est la capitale d'Israël.
Al-Quds est une ville palestinienne, arabe, islamique et chrétienne. Al-Quds est et restera éternellement la capitale de l'État de Palestine. C'est la couronne de la Palestine. Et il n'y aura ni paix ni stabilité sans cela. La plupart des pays arabo-musulmans reconnaissent déjà Al-Quds comme la capitale de l'État que les Palestiniens appellent de leur vœu. Le roi Abdallah de Jordanie s'est élevé lui aussi contre tout changement du statut d'Al-Quds ou de ses sanctuaires. La décision des États-Unis de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël est une décision dangereuse. Une décision qui menacera la sécurité et la stabilité. Cela va également frustrer les efforts pour reprendre le processus de paix. Cet appel des leaders musulmans vient à la suite de nombreuses manifestations d'opposition à la décision du président américain dans plusieurs pays du Proche-Orient et les violences dans les territoires palestiniens. D'ailleurs, 4 Palestiniens ont été tués et des centaines de blessés depuis jeudi 7 décembre. Le nouveau président sud-coréen effectue sa première visite officielle à Pékin dans l'espoir de sceller une réconciliation avec la Chine. Cette dernière avait peu apprécié que Séoul fasse installer un bouclier antimissile américain sur son territoire. Durant cette visite qui dure jusqu'à samedi, il sera reçu par le président Xi Jinping. La question du programme nucléaire et balistique nord-coréen devrait occuper une place centrale dans les discussions. Pékin a voté les dernières sanctions de l'ONU prises en réaction à un essai nucléaire nord-coréen. Le 3 septembre, en novembre dernier, les deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils se sont engagés à remettre leurs relations sur les rails. Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour un sommet de 2 jours. Au menu de cette rencontre, des négociations du Brexit et la question de migration. Le Conseil européen va proposer d'entériner le constat des négociateurs de l'Union européenne, prenant acte des progrès suffisants qui permettent de passer à la deuxième phase des discussions. Celle-ci va porter sur une phase de transition qui suivra le départ effectif du Royaume-Uni prévu le 29 mars 2019. La décision ne sera toutefois prise que demain vendredi dans un format de réunion à 27 sans la première ministre Theresa May. L'Union européenne va également aborder au cours de ce sommet la crise migratoire. En Allemagne maintenant, conservateurs et sociaux-démocrates ont entamé hier soir leurs discussions exploratoires. Des discussions pour former un nouveau gouvernement de coalition. Plus de 2 mois après les élections législatives de septembre, la CDU d'Angela Merkel, affaiblie par son plus mauvais score national depuis 1949, espère convaincre le Parti social-démocrate de rester dans la grande coalition formée en 2013, dont les sociaux-démocrates souhaitaient sortir pour retourner dans l'opposition. La chancelière cherche à reconduire une grande coalition ou tout au moins à obtenir un soutien pareil du SPD dans le cadre d'une coopération de coalition afin d'éviter de nouvelles élections. Le continent africain doit être fier de lui-même et surtout arrêter d'être le continent qui pleure. C'est l'avis d'Abdelhak Bassou, chercheur associé à l'OCP Policy Centers. Il s'exprimait parmi une foule d'intervenants hier en marge de la 6e édition des Atlantic Dialogue, organisée à Marrakech jusqu'au 15 septembre. Pour la première journée de cette rencontre, la migration était au cœur des discussions. Le compte-rendu est signé Anissa Araou. Le continent africain est-il en plein essor? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre les plus éminents experts et acteurs politiques et institutionnels africains et européens. L'objectif de cette 6e édition d'Atlantic Dialogue de Marrakech, mieux porter les voix et les points de vue du Sud. Pour les intervenants, il est essentiel que les États africains aillent plus loin dans leur collaboration entre pays. Le temps de l'action concrète est venu. Nous avons abordé le sujet de la gestion stratégique de la lutte antiterroriste en Afrique. La force G5 Sahel serait un soutien aux forces opérant au Tchad. Nous avons conclu qu'il faut davantage de coordination entre ces 2 intervenants dans la région et une coopération avec la CEDEAO. La mobilité migratoire en Afrique, elle est d'abord intra-africaine. Avant d'être, elle est essentiellement intra-africaine. Il y a environ 80% des hommes et des femmes africains qui se déplacent vers d'autres régions africaines. Et environ entre 15 et 20% vers d'autres régions en dehors de l'Afrique.
La conférence internationale voit intervenir pendant 3 jours plus de 340 participants issus de 90 nationalités différentes. Responsables politiques, hauts fonctionnaires, chercheurs et décideurs économiques viennent de tout le littoral africain, de l'Afrique du Sud au Maroc, en passant par le Nigeria. Restons au Maroc, mais cette fois allons à Casablanca où 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans l'effondrement d'une partie d'un mur. C'était hier en début d'après-midi au boulevard Abdellah Yassine dans l'arrondissement des Roches Noires. Le mur en question servait de clôture extérieure d'une société d'aliments pour bétail. L'effondrement serait dû à la vétusté de la construction qui, selon certains riverains, n'a pas résisté aux dernières pluies. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. En Somalie, un attentat suicide perpétré ce matin dans une école de police à Mogadiscio, capitale de la Somalie, a fait plusieurs morts selon les autorités de la police, sans pouvoir fournir de bilan plus précis dans l'immédiat. Un homme portant une ceinture d'explosifs est rentré dans le camp déguisé en policier et s'est fait exploser. Selon des témoins, les policiers s'étaient rassemblés pour leur parade matinale, massés sur une place ouverte quand le kamikaze est arrivé. Direction la capitale tunisienne Tunis pour un événement dédié à la découverte des traditions et des innovations culinaires marocaines. Une rencontre de 3 jours qui se déroule dans le cadre des Journées du Maroc. Compte rendu, Najwa Bécha. Les Journées du Maroc en Tunisie se poursuivent. Divers volets aux couleurs marocaines ont été proposés au public, tels que l'art culinaire, l'un des attraits du royaume. La cuisine marocaine raconte ce que le peuple marocain est, c'est-à-dire une identité plurielle où les affluents africains, sahraouis, andalous, méditerranéens sont très présents et sont très éloquents. On a préparé aujourd'hui un menu marocain de la base d'aubergine. C'est zahlouk marocain, c'est à la base d'aubergine et zahlouk de carottes avec des olives et aussi des pastillas. Connu pour ses arômes, ses épices et l'hospitalité de ses habitants, cette destination d'Afrique du Nord est de plus en plus convoitée pour sa cuisine, un art intimement lié à l'histoire et aux coutumes du pays. La gastronomie marocaine est assez différente de la gastronomie tunisienne, même si les 2 gastronomies se rencontrent sur bien des égards, mais il y a des spécificités de certains plats marocains qui n'existent pas chez nous. Et je crois que c'est une bonne opportunité aujourd'hui de les faire connaître au public tunisien. La culture, c'est pas seulement la musique, c'est pas seulement la danse, il y a ce côté culinaire qui est important aussi, qui nous permet peut-être de parcourir toute l'histoire, toute la géographie du Maroc. Les influences des différentes cultures présentes au Maroc, à Mazir, Arabe, Andalouse, font que la gastronomie marocaine soit l'une des plus riches du monde. C'est ainsi qu'elle a été classée 2e meilleure gastronomie du monde il y a quelques années. Les Journées du Maroc en Tunisie ont pu mettre en valeur les caractéristiques culturelles du Maroc, à savoir la gastronomie qui offre plusieurs recettes qui résultent de la variété culturelle et traditionnelle du pays. Najwa Bécha, Média TV, Tunis. Et c'est sur ces délices de la gastronomie marocaine que s'achève cette édition d'information. Bon appétit si vous êtes à table. Merci de nous rester fidèles sur Média TV Afrique.